Salut les cinéphiles. Aujourd'hui, on parle de Shining. Et je vous préviens, ça va être sanglant. C'est parti. Nous allons vous conter l'histoire merveilleuse de Shining. Shining, c'est l'histoire d'un père de famille, écrivain, qui tue sa famille en hiver dans un hôtel. Comment ça? C'est tout ce que tu trouves à dire sur Shining? Bah oui. Bah non. Shining, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas juste un bête film d'horreur avec un écrivain qui tue sa famille dans un hôtel. C'est bien plus, c'est une nouvelle écrite par Stephen King, le maître des romans d'horreur, des nouvelles d'horreur. Et bien sûr, c'était mis en scène par le grand Stanley Kubrick. Je ne veux pas dire que c'est juste l'histoire d'un petit écrivain. Oui, enfin si, c'est juste un film d'horreur avec un écrivain, voilà. Non, je suis désolée, je t'interdis de dire que c'est un bête film d'horreur. C'est bien plus que ça. C'est une trame scénaristique, c'est beaucoup de double sens. Stop. Ah, ça va mieux, n'est-ce pas? Alors évidemment, Shining n'est pas un simple film d'horreur. C'est même pas quasiment un film d'horreur tout court, c'est un très grand film. Et nous allons vous raconter son histoire, sa vraie histoire. Bien. Après avoir cassé la moitié des os du visage de mon cher camarade, Qui se tient au plus mal, je tiens à le préciser. nous allons pouvoir reprendre. On propose un poste de gardien pendant les vacances d'hiver à l'écrivain Jack Torrance dans le prestigieux hôtel Overlook. Notre cher monsieur Torrance, bon, appelons-le Jackie pour les besoins youtubesques, accepte le poste et décide d'emmener sa femme Wendy et son petit enfant, Danny. Mais, élément déclencheur, comme diraient tous les profs de France, Ah, souvenir, souvenir. à l'occasion de l'arrivée du nouveau gardien, le directeur de l'hôtel, Stuart Ullman, lui annonce que l'établissement est potentiellement hanté par les âmes des filles de son prédécesseur, c'est-à-dire le précédent gardien. Je pourrais continuer à vous raconter cette magnifique histoire, Mais d'une part, nous n'en avons pas du tout envie. et j'en ai absolument la flemme complète de le faire. Donc, vous allez arrêter de nous couper à chaque instant et vous allez mettre pause sur cette sublime vidéo pour aller regarder Wikipédia si, et au grand cas où, vous n'avez pas encore vu Shining. Nous allons donc maintenant pouvoir entrer dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le début de cette vidéo. Et c'est ainsi que nous allons enchaîner sur les jumelles. Bah, comme ça, sans transition. Il n'y en a pas, comme dans ce film. Ah bon? Donc les jumelles. Vous savez, ces deux jeunes filles de 10 ans terrifiantes, Souriante, démoniaques, chaleureuse, possédées. pleine de vie. À chacune de leurs apparitions, Danny vient soit de voir son père, En fait, il a agressé sans modération comme le rhum que ma collègue boit. et au passage, je signerai cette blague de mauvais goût est si peu profonde qu'une baignoire. Soit d'avoir tenu une conversation avec Tony, son ami imaginaire. Ah, c'est beau la naïveté infantile. Et ce qui est particulièrement extraordinaire, Si tant est que ce mot ait une quelconque signification dans un tel film, c'est que les jumelles ne sont pas le fruit du hasard. Elles ne sont pas un élément qui est venu comme ça s'incruster dans lequel s'ouvre ton look. attendez, il manque quelque chose à ce film. Je sais, rajoutons une paire de jumelles de 10 ans habillées comme des poupées. Pendant le tournage, Jack Nicholson, Purple Torrance donc, est présenté à James Mason. James Mason, le gentil petit monsieur qui a marqué son temps avec des films comme Voyage au centre de la Terre ou Lolita de Kubrick. Mason amène avec lui plusieurs amis, dont deux jeunes filles de 8 et 10 ans. Et là, vous sentez le truc approcher? Et là, Stanley a l'illumination du siècle. Deux nouveaux personnages viennent de se rajouter au script. Une paire de jumelles. Juste pour appuyer encore une fois l'ambiance lourde du film. L'histoire de cette anecdote veut d'ailleurs que les jumelles ont la tête de l'une des amies présentées et la robe de l'autre. Notons au cas où vous vous posiez la question que si James Mason était présent ce jour-là, c'est bien parce que Jackie avait besoin de quelques conseils en matière de folie et surtout dans le rôle d'un prédateur sexuel. Ainsi s'est déroulée une journée de tournage avec Jack, Stanley et James dans la même pièce. Les jumelles ont permis au réalisateur d'instaurer un schéma esthétique et visuel de symétrie, aussi bien sur le fond que sur la forme, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau des décors. Tout d'abord, parlons évidemment des fillettes, qui ne se lâchent la main en aucun cas, et qui apparaissent toujours ensemble, comme les victimes de Jack, mais nous y reviendrons plus tard.
Dans cette scène, elles sont plantées au milieu du couloir et elles parlent en synchronisation totale. On pourrait presque penser qu'elles ne sont qu'une seule et même personne. Rajoutons aussi que les jumelles sont une sorte d'anticipation des prochaines victimes. Et effectivement, elles se trimballent toujours à deux, comme la plupart des victimes de Jack Torrance. Et de plus, elles ressemblent à Wendy. Elles sont souvent habillées en bleu et en rouge, ce qui aussi se rapporte aux victimes. Donc le rouge signifie le sang. Nous pouvons notamment parler du sang de cette scène avec l'ascenseur, qui est aussi originale que majestueuse. On pourrait supposer que ce sang qui arrive comme ça à flot serait le sang de l'hôtel. Effectivement, l'hôtel est considéré comme un personnage à part entière, que ce soit dans la nouvelle ou dans le film. Il serait aussi bien acteur, notamment comme le cuisinier, que spectateur. Et le bleu se retrouverait partout, c'est-à-dire sur la robe des jumelles, sur la plupart des habits de Wendy et de Danny, et même sur le tricycle de Danny. L'hôtel est donc au départ intègre, comme une personne normale qui ne serait pas atteinte de folie, puis au fur et à mesure que l'horreur s'insinue, il devient de plus en plus fou, se dérègle, rien ne va plus. Dans les scènes suivantes, on remarque un élément du décor loin d'être anodin. Le panneau Stanley Kubrick propose au spectateur une sortie de secours qui lui permet de s'échapper de l'histoire. Chose impossible pour les protagonistes puisqu'ils sont entraînés progressivement dans le cercle vicieux de la folie sans pouvoir pour autant s'en défaire. De plus, dans la scène avec Danny et les jumelles, on peut remarquer une fenêtre. Cette fenêtre est certes obstruée par des rideaux, mais elle symbolise beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Ce qui est intéressant de remarquer dans cette scène, c'est que Danny peut voir les jumelles, mais ce n'est pas le cas des autres protagonistes de l'histoire. Ainsi, Jack Torrance ou Wendy, sa femme, pourraient voir la fenêtre fermée, tandis que Danny verrait, et c'est bien le cas dans le film, les jumelles. Ce qui est normal, puisque Danny possède le Shining. Dick Halloran. Si tu vois des ours partout, que ton père parle à des fantômes, que tu croises des jumelles glauques dans des couloirs, et que tu vois des femmes nues dans des salles de bain, que tu te promènes dans la chambre de tes parents avec un couteau en disant « Red Rum », alors tu as le Shining. Je suis censée être rassurée. Autre thématique visuelle exploitée dans Shining, les miroirs. Vous ne vous en rappelez pas? Celui-ci. Celui-là. Ou encore cela. Avec lui aussi, évidemment. Les miroirs sont utilisés de façon extrêmement délicate, puisque ces derniers représentent dans un symbolisme évident un thème récurrent. L'image d'une personne, la représentation que l'on se fait d'elle et ce qu'elle est vraiment. Ainsi, dans la scène du bar, voit-on davantage le vrai Jack Torrance, celui qui ne redoute rien et déploie sa folie ouvertement. Alors qu'ici, on a un Danny en pleine crise de Shining, avec son copain Tony. Et les miroirs ont une autre fonction, qui n'en est pourtant pas si différente de la première. Mais cette fonction est bien plus un choix scénaristique qu'une théorie incertaine. Les miroirs impliquent les fantômes. Et plutôt que des mots, voici des extraits qui expriment bien les relations complexes entre la réalité et l'imaginaire aux yeux de Jack. Grady? Yes, sir. Delbert Grady. That's right, sir. Mr. Grady, haven't I seen you somewhere before? I see you can hardly have taken care of the business we discussed. No need to rub it in, Mr. Grady. I'll deal with that situation as soon as I get out of here. Scène intéressante donc, car on suit l'histoire maintenant sous le regard du père, sans pour autant que Wendy et Danny deviennent absents. Nous allons enfin vous parler des petites anecdotes autour du film. Par exemple, saviez-vous que l'hôtel ne comportait aucune connexion électrique? Stanley Kubrick avait bien fait attention à cacher toutes les connexions, tous les câbles qui auraient pu traîner, pour donner une impression de vie à l'hôtel, pour que celui-ci devienne un personnage à part entière. Et on ne peut évidemment pas conclure cette vidéo sans parler évidemment de la scène, si ce n'est la plus connue, la plus intéressante du film, la scène avec la hache, celle dans la salle de bain. Cette scène est une totale improvisation de la part de Jack Nicholson,
qui a été filmé par la fille de Stanley Kubrick. 3 jours de tournage et 6 portes ont été nécessaires pour mettre à bien un produit. Come on, Dexter. Jesus. Come on. Well, wait for Shelley. De plus, remarquez que pendant la scène où Danny parle à Tony, son ami imaginaire, dans la salle de bain face au miroir, la porte s'ouvre toute seule. On a l'impression qu'elle est poussée par une main invisible, ce qui est, en quelque sorte, un thème assez récurrent dans la plupart des films d'horreur. Merci, vous savez, cette porte qui s'ouvre seule dans un petit grincement si agréable aux oreilles. Nous pourrions entre autres citer le fabuleux Halloween de John Carpenter. Mais il faut bien comprendre aussi que ce film a été une véritable révolution, et même s'il n'a pas beaucoup été apprécié par le public à sa sortie, en 1980, il a inspiré de nombreux films. Nous pouvons citer Toy Story qui reprend le sol de l'hôtel Overlook. Enfin, il est important de noter que la photo finale, le cliché final, date effectivement de l'époque de 1920, sur lequel on a rajouté une incrustation de Jack Torrance, ce qui donne une sorte de fin ouverte. On ne sait pas si Danny est vivant ou mort, on ne sait pas si Jack Torrance a finalement survécu, hormis le fait qu'il ait fini gelé dans le labyrinthe de l'hôtel. Il est possible qu'il ait survécu et qu'il se soit réincarné, ou bien que son âme hante encore les couloirs de cet hôtel. Au fait, saviez-vous qu'il existe une scène coupée méconnue de making-of? Dans cette scène, on retrouve Danny à l'hôpital et Stuart Ullman, mais si vous savez, le directeur vicieux qui laisse cette pauvre famille dans un hôtel hanté, qui lui donne la fameuse balle jaune que Jackie à la hache s'amusait à faire rebondir dans le salon de l'hôtel. Chef, ils ont recommencé. Vous voulez dire les deux? Oui, ils ont publié une nouvelle vidéo. Vous comprenez ce que cela veut dire, Antonio? Et l'assaut est mon empereur. Ça n'est donc pas fini de cavaler dans le sang les joueurs d'échecs. Chargez-moi leur programme, immédiatement.